Bien, je me saisis du micro puisqu'on me le donne. Moi, je ne raconterai pas notre première rencontre. Je ne la raconterai pas. Mais je dois dire mon émotion et ma reconnaissance envers vous d'être ici aujourd'hui, en ce moment particulier de votre parcours et du mien, qui ne sont pas comparables, mais qui se croisent, qui se sont croisés à plusieurs reprises. Je n'ai jamais su présenter qui que ce soit, il n'y aura peut-être pas d'exception pour vous, parce que, en ce qui me concerne, il y a entre nous un compagnonnage long et difficile. Ce que je veux dire, c'est, de façon sommaire, énumérer les sentiments qui me viennent, à part l'émotion dont je viens de parler. Le premier, tout bêtement, c'est l'admiration. Excusez-moi, mais c'est la première chose qui me vient à l'esprit, par ordre alphabétique. L'admiration pour une œuvre accomplie, pour un parcours fructueux, dans une université qui parfois, comme nous l'avons dit hier, et comme nous le savons tous, réserve quelquefois, rarement, mais quelquefois, des déceptions, des vicissitudes variées. L'université est parfois une marâtre, et par bonheur, il y a des êtres, des penseurs, des intellectuels qui illuminent ce contexte un peu sombre. Le second sentiment qui me vient et qui fait que je suis ému et que je ne vais pas être très long, c'est le respect. Le respect pour l'heure, je viens d'en parler, mais aussi pour cette gentillesse, cette amabilité qui fait que vous répondez à toute invitation, d'où qu'elle vienne ou presque, et si possible, lorsqu'elle touche à vos sujets de prédilection. Et puis il y a autre chose, et je vais juste terminer par là. C'est une autre forme de reconnaissance. Je ne vais pas dire, je vais pas présenter le professeur Tropper, cela, Jaël est bien plus compétente que moi pour le faire, je n'ai pas de point de vue externe sur vous. Mais je voudrais simplement dire que vous m'apparaissez ici et maintenant comme l'un ou l'une de ces balises, si vous me permettez l'expression, de ces penseurs qui, depuis le 19e et au début du 20e, ça commence avec Kelsen, puis il y a Eisenman, et je crois qu'il y a vous ensuite, ont tenté, par des voies différentes et avec des moyens assez identiques, et parfois différents aussi, d'opposer la force du droit, les vertus du droit, à tous les périls qui la menacent, en particulier la corruption, le malheur, la barbarie, l'absence de tout recours. Le droit, au-delà des polémiques sur la validité, la pertinence scientifique ou épistémologique d'une théorie ou d'une autre, le droit pour vous, comme pour Kelsen, comme pour tous ceux qui vous ont suivis, est un rempart. Et c'est un instrument de la construction démocratique. Et pour cela, et pour tout le reste, et parce que vous êtes là, en ce moment, je vous dis tout simplement merci. Et je serai bref parce que je pense que ce que vous attendez tous, c'est d'entendre le professeur Tropper, et je vous comprends parce que je partage cette même impatience. Peut-être simplement quelques mots sur votre parcours, que je trouve passionnant et très riche. Et je pense que ce parcours fait la richesse de votre pensée et de votre analyse. J'ai cru découvrir que vous aviez commencé par des études à Sciences Po et des études plutôt axées sur l'économie. Et vous étiez d'ailleurs licencié en économie et vous avez également eu un diplôme de sciences politiques et de management. Donc une formation très, très large et une rencontre aussi peut-être avec certains professeurs qui sont des noms pour nous absolument illustres. Les cours de philosophie du droit que vous avez suivis avec le professeur Eisenman qui a dirigé votre thèse sur la séparation des pouvoirs et l'histoire constitutionnelle française, qui a certainement été la base de ce qui est devenu votre travail de recherche par la suite. Un parcours tout à fait
je dirais, méritoire, puisque le parcours, j'ai eu un sentiment de parcours de pionnier. Vous avez véritablement ouvert la voie à la théorie du droit en France. Pardon. Et puisqu'il s'agissait d'une voie de recherche assez nouvelle en France, vous avez pris contact avec vos collègues outre-Atlantique, notamment aux États-Unis. Vous avez rencontré Hart, ce qui est quand même une rencontre, je ne sais pas si vous avez une anecdote à nous raconter à ce sujet, mais une magnifique rencontre. Vous avez également été régulièrement invité par le Boston College et par beaucoup d'universités américaines prestigieuses. Vous avez également fait la connaissance de Bobbio, qui vous a introduit dans le cercle des philosophes du droit italien. Et lorsque vous êtes arrivé en tant que professeur à Nanterre, vous avez créé le Centre de théorie du droit, qui est actuellement dirigé par Pierre Brenet, qui est devenu le Centre de théorie et d'analyse du droit. Et on peut même dire, vous permettrait de dire que plus qu'une voie à la théorie, vous avez véritablement, vous êtes à la tête d'une école, puisque vos élèves sont actuellement des références en matière de théorie du droit. Je pense à Eric Miard, que nous avons reçu récemment, et qui est membre de l'Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie en version allemande. Et donc à Pierre Brenet, mais aussi à d'autres noms qui marquent la théorie du droit actuellement en France. Je pense que vous allez nous parler de la théorie réaliste de l'interprétation et répondre peut-être à quelques critiques ou objections qui pourraient être faites à cette théorie. Merci pour votre venue. Pour les gens qui prétendent ne pas savoir faire des présentations, c'est quand même pas mal. Écoutez, merci beaucoup. Je suis vraiment très ému, au point que je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment parler. Enfin, je vais ravaler mes larmes et je vais tenter de parler tout de même. Enfin, merci à vous tous, merci pour ces paroles vraiment trop aimables, trop chaleureuses. Enfin, il y a dans ce que vous avez dit, Jean-Jacques, tout à l'heure, vous avez dit les choses dans l'ordre alphabétique. Vous avez commencé par admiration, vous avez terminé par respect. Vous avez oublié quelque chose entre les deux, c'est amitié. Et donc je m'empare de ce mot-là, et pour vous dire toutes celles que moi j'éprouve aussi pour vous. Alors j'ai en effet prévu de parler de théorie réaliste, mais pas de donner une présentation de ce qu'on appelle la théorie réaliste de l'interprétation, ce qu'on peut appeler une théorie réaliste de l'interprétation, qui est en partie connue, je vais la résumer tout de même à grands traits, mais surtout pour répondre à quelques-unes des critiques qu'on a pu lui adresser depuis déjà quelques années, pas mal d'années. Je ne prétends pas d'ailleurs examiner toutes les critiques, mais seulement celles qui me paraissent les plus importantes. Et je ne prétends pas non plus les réfuter définitivement, mais je vais m'y employer de mon mieux. Je voudrais commencer par souligner que ce n'est pas la théorie réaliste de l'interprétation, parce qu'il y a plusieurs théories réalistes du droit. Il y a une théorie américaine, il y a une théorie scandinave, et il y a une théorie qu'on rencontre en Europe continentale, en Italie et en France, et la version italienne et la version française sont assez proches, mais assez différentes de la version scandinave, et surtout différentes de la version américaine. Donc ce dont je vais parler, c'est d'une théorie réaliste de l'interprétation. Et je vais m'adresser à toutes les critiques, enfin aux critiques qui ont visé la théorie de l'interprétation version française. Les autres ont suscité d'autres théories, d'autres critiques, et bon, je n'aurai probablement pas beaucoup l'occasion d'en parler. Ce que je vais faire présente une certaine difficulté,
pour deux raisons. La première, c'est que les critiques ne sont pas toujours cohérentes entre elles. Et que, naturellement, il ne suffit pas de dire j'ai reçu une critique de Monsieur X et une autre critique de Y, ces critiques sont contradictoires et donc elles s'annulent. Non, elles ne s'annulent pas, elles peuvent très bien être contradictoires et s'additionner, donc il faut répondre à tout ça, c'est la première difficulté. L'autre difficulté vient de ce que certaines des critiques sont adressées à la théorie réaliste par des gens, enfin la version française de la théorie réaliste, par des gens dont je partage certaines des idées. Il n'y a pas des corps de doctrine qui seraient si cohérents et si fermés qu'on pourrait opposer une théorie à une autre et renvoyer en bloc. En réalité, il y a des présupposés communs à certains des critiques et à ceux qui partagent la théorie réaliste de l'interprétation version française. Alors, ce que je vais faire ici, je vais faire les choses en trois temps. Je n'ai pas du tout le culte du plan en deux parties et deux sous-parties. Même le plan en trois parties, ça n'est pas non plus une obligation ni une solution de secours. Bon, il se trouve que dans ce cas particulier, c'est commode, mais il aurait pu y en avoir 4 ou 5. Alors, les trois points, c'est d'abord un rappel des principales thèses qu'on peut rattacher à la théorie réaliste de l'interprétation. Le deuxième point, c'est l'examen des principales critiques qui viennent d'adversaires de la théorie réaliste de l'interprétation. Et le troisième point, ce sont, sinon tout à fait des critiques, mais les divergences qui peuvent opposer la version française avec des versions présentées par d'autres réalistes, avec lesquels il y a naturellement beaucoup en commun. Je pense notamment à Guastini, qui est le grand théoricien italien, que vous allez entendre, je crois, bientôt. Avec Guastini, nous avons énormément de choses en commun, quelques divergences, quelques nuances. Et donc le troisième point sera consacré à une tentative de défense contre les objections présentées par Guastini et aussi par la formulation de quelques objections que je suis moi aussi amené à lui adresser. Alors premier point, première chose, les principales thèses de la théorie réaliste de l'interprétation. Comme Otto Fersman a trouvé une formule rapide, il appelle ça la tri, théorie réaliste de l'interprétation, donc je vais dire la tri, ça me fera gagner un peu de temps. La tri, c'est d'abord une branche du positivisme. Et ensuite, elle porte sur l'interprétation. Alors d'abord, le positivisme. Le positivisme, comme chacun sait, est un mot qui est susceptible d'avoir un très grand nombre de significations. Norberto Bobbio a distingué 3 sens du mot positivisme, en soulignant très nettement, et je rappelle ça, il ne faut jamais l'oublier, que ces 3 sens sont tout à fait indépendants les uns des autres. On peut être positiviste dans le premier sens et ne pas l'être dans le deuxième ni dans le troisième, et être positiviste dans le troisième sens et ne pas l'être dans le premier. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc je le rappelle, beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette distinction de Bobbio, je la rappelle brièvement.
Le positivisme, dit-il, c'est d'abord, dans le premier sens, une certaine approche du droit, qu'on peut résumer de la façon suivante, c'est la volonté de construire une science du droit sur le modèle des autres sciences. Et les autres sciences, ils visent évidemment les sciences empiriques, c'est-à-dire des disciplines qui cherchent à énoncer des thèses sur le monde, sur un objet qui lui est extérieur. Et donc à l'aide de propositions qui sont logiquement susceptibles d'être vraies ou fausses et dont on peut tester la vérité. Dans un deuxième sens, le positivisme, c'est un ensemble pas très cohérent de théories du droit. Par exemple, certains positivistes pensent que le droit est un produit de la volonté. D'autres positivistes pensent que l'application du droit, notamment par les juges, se fait à l'aide de procédés logiques, par déduction. Bon, pas la peine d'énumérer toutes les thèses, tous les positivistes ne partagent pas ces idées. Par exemple, Kelsen ne pense pas que le droit soit un produit de la volonté. Pour une raison simple, c'est que la volonté c'est un fait, et que le fait ne peut pas produire du droit. L'être ne peut pas produire du devoir-être, on ne peut pas dériver de la description d'un fait une prescription. De même, tous les positivistes ne partagent pas l'idée que le droit serait le produit d'un raisonnement logique. Et notamment les réalistes ne pensent pas ça. Mais Kelsen, à un certain moment de sa vie, ne le pensait pas non plus. Il l'a pensé au début, il a cessé de le penser ensuite. Dans le troisième sens, le positivisme, c'est ce qu'on peut appeler une idéologie, c'est-à-dire la croyance que le droit doit être appliqué. Il faut appliquer le droit, il faut obéir au droit pour différentes raisons, quelquefois parce qu'on pense que le droit est bon, quel que soit son contenu, d'autres fois parce que le droit doit être obéi même si son contenu n'est moralement pas bon. En tout cas, il faut obéir. Alors, vous voyez tout de suite que les le positivisme dans ses divers sens ne fournit pas une doctrine homogène, et que non seulement on peut être l'un sans être l'autre, mais il y a même des positions qui sont incompatibles. Si vous voulez être positiviste dans le premier sens, si vous pensez qu'il faut construire une science du droit, que cette science doit être objective, qu'elle doit se borner à décrire son objet, alors elle doit se garder de tout jugement de valeur. Elle doit se garder de toute prescription. Donc, le positiviste, dans ce sens-là, ne peut pas partager l'idéologie positiviste. Il ne peut pas dire « il faut obéir au droit », parce que ce serait une prescription. Donc, le positivisme, dans lequel s'inscrit la théorie réaliste, version continentale et aussi version scandinave, c'est le positivisme dans le premier sens. C'est la volonté de construire une science du droit et en même temps le refus de toute idéologie. Et quant aux théories du droit, il n'y en a pas une qui soit commune. En tout cas, le réalisme dans cette version européenne, continentale, se distingue du réalisme américain,
qui, lui, ne distingue pas entre la science du droit et son objet, entre, mettons, le professeur de droit et le juge. Ils ont le sentiment de faire le même métier, et qui ne s'abstient pas de prescrire ou de formuler des jugements de valeur. Donc tout le contraire de l'idéal d'une science positiviste du droit. Puisque vous avez fait allusion tout à l'heure à l'intérêt qu'il y a à avoir des désaccords et à débattre de points de désaccord, alors je me permettrai, Jean-Jacques, d'exprimer un désaccord avec vous, justement sur cette distinction du sujet et de l'objet, de la science et de l'objet de la science. Vous avez écrit variation sur un thème connu, je ne suis qu'un affreux positiviste. Et dans ce très bel article, vous écrivez ceci à propos de Kelsen. Le droit, donc je vous cite, j'ouvre les guillemets, le droit est un mode en soi, et ce que nous avons à en dire est autre chose. Un discours non prescriptif, qui peut être vrai ou faux, mais ne doit en aucun cas comporter un jugement sur le devoir-être. Alors là, vous ajoutez ceci. Nous pensons pour notre part qu'il n'en est rien, que le devoir-être du droit, s'il est bien une spécificité de la normativité juridique, oblige à son tour le chercheur et ne peut s'accommoder de cette sorte de décomposition à laquelle le condamne Kelsen. Et donc vous appelez à un dépassement du positivisme. Alors mon désaccord avec vous, ici, c'est que si nous renonçons à cette distinction de la science et de son objet, de l'être et du devoir-être, ou à la distinction simplement logique du discours indicatif et du discours prescriptif, alors nous perdons tout espoir d'objectivité. La distinction de la science et de son objet est essentielle pour toute science. La science, en effet, une science est un langage qui porte sur quelque chose. Les sciences de la nature sont un langage qui porte sur un objet qui ne parle pas. Les sciences sociales portent sur un objet qui parle. Mais c'est la seule différence. La science du droit porte sur le droit, qui est aussi un langage. C'est pourquoi la science du droit est un métalangage. Mais on ne peut pas parler de quelque chose si on se confond avec cette chose. D'autre part, une science, pour être une science, doit être faite, je l'ai dit tout à l'heure, de propositions qui sont susceptibles, moins logiquement susceptibles, d'être vraies ou fausses. Ce qui serait naturellement impossible si le langage de la science du droit se confondait avec le langage du droit lui-même, puisque le langage du droit n'est pas fait de propositions susceptibles d'être vraies ou fausses, mais seulement de prescriptions qui sont logiquement incapables d'être vraies ou fausses, qui peuvent simplement être valides ou non valides, respectées ou non, appliquées ou pas, mais qui ne peuvent pas. Donc, tout ce que peut faire une science qui a apporté sur ce langage-là, c'est parler au style indirect. Je décris une prescription en disant il existe une prescription selon laquelle, mais je peux faire cela sans prescrire, de même que si je veux faire de la métaphysique ou de la science des religions,
qui soit une science, qui soit un langage descriptif, je ne peux pas dire de la même façon il y a une vie après la mort, parce que je n'en sais rien, je ne peux pas trouver de test permettant d'infirmer ou de confirmer cette proposition, mais par contre je peux dire avec la plus parfaite objectivité, Jésus a dit qu'il y avait une vie après la mort. Et cette distinction est donc essentielle pour distinguer le style direct du style indirect et surtout l'objectivité de la science. Et cela, je peux ajouter ceci, c'est que il existe la loi de Hume, selon laquelle, à partir d'une proposition indicative, on ne peut pas dériver logiquement une prescription. Et si le langage de la science comportait des prescriptions, alors on ne pourrait en dériver aucune proposition indicative, on ne pourrait pas décrire le droit d'aucune façon. Donc, il faut impérativement maintenir cette distinction. Le positivisme se caractérise encore, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais le positivisme se caractérise encore par l'idée que, puisque la science ne se confond pas avec son objet, il faut qu'elle choisisse un objet. Quel est cet objet? Quel est l'objet de la science du droit? Alors, qu'elle cède à une réponse qui est en apparence la palissade, qui est l'objet de la science du droit, c'est le droit. Mais quel droit? Il y a beaucoup de discours qui se présentent comme du droit. Quelquefois, la morale se présente comme du droit, le droit naturel se présente comme du droit. Alors, quel droit? La réponse du positivisme, c'est que la science du droit ne peut avoir pour objet qu'un objet qui présente quelques similitudes avec un objet empirique. Parce que il faut pouvoir tester les propositions décrivant cet objet. Et il faut que cet objet ait une réalité. Alors, s'il y a une réalité matérielle dans les sciences de la nature, là, il n'y a pas de réalité matérielle, mais il y a quelque chose qui est équivalent. Et c'est précisément le caractère positif du droit. Donc, on choisit un objet, non pas, on ne refuse pas le droit naturel parce qu'on pense que le droit naturel n'existe pas. Accessoirement, on pense qu'il n'existe pas. Mais ce n'est pas la raison. On ne choisit pas le droit naturel parce qu'on ne peut pas observer le droit naturel, on ne peut pas trouver l'équivalent d'une donnée empirique du droit naturel. Par contre, le droit positif est en effet l'équivalent du droit positif. C'est la raison pour laquelle le grand théoricien italien Umberto Scarpelli disait « Le positiviste ne s'intéresse pas au droit positif parce que le droit positif l'intéresse. Il s'intéresse au droit positif parce qu'il s'intéresse à la description de quelque chose. Et le droit positif est le seul objet qui puisse être un objet de description pour une science positive. » Donc, l'objet, c'est le positivisme. Qu'est-ce que c'est que le positivisme? Qu'est-ce que c'est que cet objet que le positiviste se choisit? Qu'est-ce que c'est que ce droit positif? Mais il y a plusieurs façons de comprendre le droit positif. Il y a plusieurs ontologies, il y a plusieurs représentations de ce que c'est que le droit, de ce que sont les normes dont est fait le droit. Il y a une ontologie, une conception des normes selon laquelle les normes sont des entités idéales, des obligations. Nous avons des obligations et ces obligations n'ont évidemment pas de réalité matérielle, n'ont pas d'existence physique, mais ce sont des idées. C'est
conception qu'on retrouve chez le premier Kelsen, par exemple, mais aussi chez beaucoup de ceux qui s'occupent de logique. L'autre conception, l'autre grande conception, c'est une ontologie qu'on appelle expressive, c'est-à-dire les normes sont l'expression d'actes humains, d'actes de langage, par exemple. Et donc nous avons ici des traces, nous avons quelque chose que nous pouvons examiner, analyser, décrire et éventuellement expliquer. Donc le réalisme est en ce sens aussi un positivisme, au sens épistémologique du terme. C'est un effort pour décrire un droit positif qui est conçu comme un ensemble de faits, non pas comme des entités idéales, non pas comme un devoir-être, mais comme un ensemble de faits. Et ces faits sont essentiellement du langage. Alors l'interprétation, maintenant, pour la théorie réaliste. Dans la théorie réaliste de l'interprétation, version française. Quelques points, je vais essayer de faire ça en 10 points. C'est un résumé, je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent déjà l'essentiel, donc pardonnez-moi si je répète des choses bien connues. Premier point, l'interprétation est nécessaire au cours du processus d'application du droit. Elle est toujours nécessaire. Il n'y a pas, en dépit de ce que disent certains, il n'y a pas simplement une nécessité d'interpréter quand on est en présence de textes obscurs. Il faut interpréter à chaque fois que l'on prétend appliquer. On peut le dire autrement, il n'y a pas d'acte clair. Donc, le fameux adage in claris cessat interpretatio, cet adage-là est repoussé énergiquement, il n'existe pas d'acte clair. Parce que, ne serait-ce que parce que pour dire qu'il est clair, il faut l'avoir compris, et pour l'avoir compris, il faut l'avoir interprété. Deuxième point de la théorie réaliste, l'interprétation ne porte pas sur des normes, contrairement à ce que l'on dit quelquefois et contrairement à ce que dit Kelsen, par exemple. Pour quelle raison ne porte-t-elle pas sur des normes? Parce que qu'est-ce qu'une norme? Selon la théorie normativiste, celle de Kelsen, une norme, c'est la signification d'un acte humain selon laquelle il faut se comporter d'une certaine façon. C'est une signification. Interpréter consiste à déterminer la signification de quelque chose. Donc si une norme est une signification, alors elle ne peut pas avoir une signification. Une signification n'a pas de signification. Donc qu'est-ce qui peut avoir une signification? N'importe quoi peut avoir une signification. Un texte, bien sûr, c'est un texte qu'on pense en tout premier lieu, mais pas seulement un texte. Les Romains interprétaient le vol des oiseaux pour en faire des prédictions. Les voyantes interprètent le marc de café, etc., etc. Donc, l'interprétation en droit, aujourd'hui, ne porte pas, en général pas sur le marc de café, ni sur le vol des oiseaux, mais elle porte sur des textes, mais pas seulement sur des textes, sur des actes qui peuvent être des actes matériels ou des faits, il faut aussi interpréter des faits. Bon, on reviendra
là-dessus peut-être dans la discussion. Là, je ne veux pas utiliser tout le temps pour ça. Troisième... bon, ça c'était les faits, c'était le troisième point. Quatrième point, l'interprétation, et c'est le point le plus connu, l'interprétation pour la théorie réaliste n'est pas un acte de connaissance, mais c'est un acte de volonté. Ici, la théorie réaliste s'oppose à une théorie classique selon laquelle l'interprétation, comme vous savez, ne doit se produire que quand le texte est obscur, et puis elle vise à retrouver, à découvrir, à révéler le sens du texte. Le sens qui est déjà là, dans le texte, il est caché, mais on va le découvrir. Donc c'est une opération de la connaissance, exactement comme on peut découvrir, je ne sais pas moi, un bacille, une bactérie qui se cache quelque part. Selon la théorie réaliste, l'interprétation, c'est un acte de volonté, c'est une décision de donner à un texte telle signification, plutôt que telle ou telle ou telle ou telle autre. Il y a une très grande variété, on peut même dire une infinité de significations possibles, et l'interprétation en droit consiste dans une décision, d'attribuer l'une des significations possibles. En cela, l'interprétation en droit se distingue très nettement de l'interprétation dans d'autres domaines, de l'interprétation littéraire ou de l'interprétation musicale. Là aussi, il y a de multiples interprétations possibles, mais il n'y en a pas une qu'il est obligatoire de suivre. Ici, il y a une obligation de suivre l'interprétation qui a été choisie, qui a été décidée par une autorité compétente. De ce que l'interprétation est une décision, il s'ensuit que logiquement, elle n'est pas susceptible d'être vraie ou fausse. Une décision n'est pas vraie ou fausse. Et je peux dire, sortez d'ici immédiatement, vous pouvez me répondre en me donnant une gifle, vous pouvez refuser de m'obéir, vous pouvez dire que je n'ai pas d'instruction à vous donner, mais vous ne pouvez pas répondre, c'est faux. C'est logiquement impossible. Ici, l'interprétation, elle est valide ou non valide, comme n'importe quelle décision en droit, et elle est valide si elle s'impose, si elle s'incorpore au texte, s'il s'agit d'un texte, au texte qui a fait l'objet de l'interprétation. Cinquième point, l'interprétation permet à l'interprète de devenir le véritable auteur de la norme. Si on prend le cas de l'interprétation d'une loi, alors le véritable législateur n'est pas le Parlement qui l'a voté, le véritable législateur, c'est celui qui interprète la loi, qui l'interprète naturellement en dernier ressort, qui impose que l'on donne à la loi tel sens plutôt que tel autre. Ça, c'est une idée qui est une idée très ancienne, qu'on trouve déjà exprimée au XVIIe siècle par un évêque anglican qui s'appelait Hoadley, mais c'est une idée qui est présupposée par tous les auteurs de codes, de Justinien à Napoléon. Les auteurs de codes avaient très peur des interprètes. Et il était interdit d'interpréter. Frédéric II, par exemple, l'a fait explicitement. Frédéric II, le roi de Prusse, auteur de l'un des premiers codes modernes, Frédéric II avait explicitement interdit d'interpréter. Et la Révolution française, elle aussi, a interdit aux juges d'interpréter la loi.
Sixièmement, l'interprétation n'est pas un produit de la hiérarchie des normes, mais c'est elle qui produit la hiérarchie. C'est une idée que je me contente pour l'instant d'indiquer parce que j'aurai l'occasion d'y revenir en tentant de réfuter certaines des critiques qui ont été adressées à la tri. Septièmement, contrairement à ce que disent certains des auteurs plus classiques, l'interprétation n'est pas seulement le fait des juges, mais c'est le fait d'un très grand nombre d'autorités. En droit constitutionnel, par exemple, le président de la République, le Parlement, etc., eux aussi interprètent, produisent des interprétations qui s'imposent, qui s'incorporent au système juridique, et qui sont donc, ce sont donc des interprètes exactement comme peuvent l'être les juges. Huitième proposition, l'interprétation est un processus collectif. Ce n'est pas seulement un juge qui interprète de façon souveraine, mais cet interprète agit toujours en relation avec d'autres qui sont susceptibles d'interpréter la même disposition, le même texte ou la même situation, et qui sont susceptibles aussi d'exercer contre le premier interprète des représailles. Donc l'ensemble des interprètes forment un système dont les éléments sont dans des interrelations. Et l'interprétation qui est finalement incorporée au système juridique est la résultante de toutes ces forces qui agissent au sein du système. Neuvième thèse, les propositions qui précèdent conduisent à distinguer deux disciplines. La science du droit et la dogmatique juridique. On doit partir de cette constatation que les professeurs de droit, je laisse de côté les praticiens, mais les professeurs de droit, par exemple, ne se bornent pas à décrire des normes, c'est-à-dire à décrire les énoncés par lesquels certaines autorités ont interprété des textes. Mais ils proposent eux aussi des interprétations. Ils proposent aussi des reconstructions pour faire la synthèse de tout un ensemble d'interprétations qu'ils ont proposées eux-mêmes ou d'interprétations qu'ils ont pu observer chez les autorités compétentes. Et cette opération ne peut pas être dite une opération scientifique au sens que nous avons donné à ce terme tout à l'heure quand nous avons parlé du positivisme. En effet, les professeurs de droit qui font cela ne décrivent pas, ils interprètent. Et comme nous savons, l'interprétation est une prescription. Donc les professeurs de droit qui se livrent à cet exercice prescrivent. Alors entendons-nous bien, il y a toute une gamme de prescriptions entre le commandement et le conseil, la recommandation. Et ce que font les professeurs de droit, ici, c'est d'énoncer des prescriptions
d'un type qui se rapproche de la recommandation. Et ça n'a pas de valeur obligatoire, ça ne s'incorpore pas, mais c'est une prescription, un conseil adressé aux praticiens d'interpréter de telle et telle manière les textes ou les situations. Donc, on appelle cette partie de l'activité des professeurs de droit la dogmatique juridique. La science du droit, au contraire, est une science au sens que j'ai dit tout à l'heure, sens voisin de celui des sciences empiriques, et là, ça aboutit à des propositions qui sont des propositions indicatives. Ils décrivent, et ils décrivent quoi? Ils décrivent les interprétations qui ont été données par les autorités compétentes. Enfin, dixième thèse, les normes, c'est-à-dire les interprétations créées par les autorités, ces normes-là sont des faits. Ce sont des actes de langage, des énonciations que font les interprètes officiels, mettons la Cour de cassation, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Et ce sont des faits, ce sont ces faits-là que décrit la science du droit. Mais si ce sont des faits, alors il s'ensuit une conséquence extrêmement importante, et même capitale, pour la conception que l'on peut se faire de la science du droit. Les faits peuvent être mis dans des relations causales. C'est très important parce que cela distingue ainsi la science du droit de des sciences dites normatives. Entre des normes, il ne peut pas y avoir de relation causale, parce que seul un fait peut être la cause d'un autre fait. Or, si on conçoit la norme comme une pure idée, il n'y a pas de relation causale entre des idées. Entre tous les hommes sont mortels et Socrate est mortel, la relation est une relation logique, mais ce n'est pas une relation causale. Ce n'est pas la proposition générale qui est la cause de la mort de Socrate. Eh bien, si, par contre, on conçoit les normes comme des faits, c'est-à-dire, encore une fois, comme l'acte par lequel une autorité a énoncé une interprétation, alors ce fait peut être mis en relation avec d'autres faits qui peuvent être éventuellement, je ne dis pas que c'est facile, ni qu'on peut toujours le faire, mais c'est conceptuellement possible. Ces autres faits peuvent être considérés comme les causes. Alors voilà, et je vois que je n'en suis qu'à la fin de ma première partie, voilà le résumé à grands traits cette théorie réaliste. Alors, quelles sont les critiques qui ont pu lui être adressées? Est-ce que vous êtes fatigué ou vous voulez qu'on fasse une pause? Vous voulez déjà poser des questions? Moi, je suis tout à fait ouvert. On n'est pas obligé d'attendre la fin pour poser des questions. Non, personne. Donc, j'en viens aux critiques. Alors, ces critiques sont nombreuses, je l'ai dit tout à l'heure, sont variées, ne sont pas toujours cohérentes entre elles, mais ça n'est pas un défaut des critiques. Je vais essayer de les regrouper comme je peux en quelques points. Je compte sur mes doigts, A, B, C, D, E, 5 points. 5 groupes de critiques. D'importance variée, mais que voici. Un
premier ensemble de critiques porte sur l'idée qui est attribuée quelquefois à la théorie réaliste de l'interprétation, selon laquelle, avant l'interprétation, les textes n'auraient aucun sens. Ou on présente ça quelquefois sous une autre forme, on présuppose, même sans énoncer ça comme une idée, la tri reposerait sur ce présupposé qu'avant l'interprétation, le texte n'a pas de sens, avant que l'interprète n'en choisisse un. Alors cette critique a été formulée de plusieurs manières, par exemple, très bien, avec beaucoup de talent, par Olivier Jouan-Jean. Mais aussi par Otto Pfersmann, ou aussi encore par Pierre Brunet, qui ont beaucoup d'idées en commun, mais qui, sur ce point, se distinguent. Et on dit, mais comment peut-on prétendre que les textes n'ont pas de sens avant d'être interprétés, alors que on peut les comprendre. Ce qui n'a pas de sens, c'est ce qu'on ne peut pas comprendre. Mais quand je lis le Code civil, même si l'interprète ne s'est pas encore prononcé, ou si j'ignore tout des interprétations données par la Cour de cassation, je peux comprendre le Code civil. Donc, il a forcément un sens. Et puis, on ajoute les énoncés par lesquels une autorité comme la Cour de cassation exprime son interprétation. Cet énoncé-là, si la théorie ou si le présupposé était vrai, n'aurait pas de sens non plus. Donc, nous ne pouvons pas comprendre le Code civil sans la Cour de cassation, mais nous ne pouvons pas non plus comprendre les arrêts de la Cour de cassation, puisqu'ils n'ont pas de sens avant qu'ils aient été interprétés. Cette critique doit être écartée, à mon avis, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la théorie réaliste de l'interprétation est une théorie de l'interprétation en droit. Ce n'est pas une théorie de l'interprétation en général. Et donc, on ne prétend pas que des énoncés n'ont aucun sens avant. La seule chose que l'on peut dire, c'est qu'ils n'ont pas de sens en droit. Il n'y a pas de signification qui s'impose avant qu'il y ait eu une interprétation officielle, authentique, pour utiliser le langage de Kelsen. Il n'y en a pas. On peut le dire d'une autre façon, l'idée que l'énoncé n'a pas de sens avant n'est pas présupposée. Ce n'est pas parce que l'énoncé n'a pas de sens avant d'être interprété qu'il faut interpréter. C'est au contraire parce que l'énoncé fait l'objet d'une interprétation qu'on peut en conclure qu'il n'avait pas de sens juridique avant d'être interprété. Donc l'idée de l'absence de sens n'est pas une théorie sémantique, c'est tout simplement une théorie du droit.
l'absence de sens, l'idée de l'absence de sens, est une conséquence de la théorie de l'interprétation et non pas un présupposé. Quant à l'idée que l'énoncé formulé par l'autorité doit lui aussi faire l'objet d'une interprétation, et l'interprétation donnée par cette deuxième autorité devrait à son tour faire l'objet encore d'une autre autorité. La décision de la Cour de cassation devrait être interprétée par la Cour d'appel ensuite l'arrêt de la Cour d'appel devrait lui aussi être interprété par le tribunal de grande instance, et puis la décision du tribunal de grande instance devrait être interprétée par l'huissier de justice, et ainsi de suite. Et à l'infini. Enfin, à l'infini jusqu'à ce qu'on arrive à l'exécution matérielle. Alors, la réponse à cette objection, qui est une objection très, très sérieuse, c'est que ce qui distingue l'arrêt de la Cour de cassation de l'interprétation que pourra donner l'huissier de justice de la décision du tribunal de grande instance, ce qui les distingue, c'est que certaines s'exercent sous contrôle et pas les autres. C'est-à-dire que si la Cour d'appel se met à interpréter un article du Code civil autrement que la Cour de cassation, alors un pourvoi sera possible et la Cour de cassation redressera l'interprétation donnée. De la même façon, si l'huissier n'interprète pas correctement la décision du tribunal, là aussi, il y a un redressement possible. Mais, en tout cas, cela montre qu'il ne faut pas contester qu'en effet, tous les énoncés doivent être interprétés. Le meilleur exemple qu'on puisse en donner, ce sont les décisions de ce qui était autrefois la Chambre des Lords en Angleterre. Vous savez que la Chambre des Lords, mais c'est aussi vrai de la Cour suprême maintenant en Grande-Bretagne, et il en reste quelque chose dans la procédure américaine, à la Chambre des Lords, il n'y a pas de décision unanime, il n'y a même pas de décision commune, mais chaque juge produit une opinion. Et la signification de l'ensemble est quelquefois très difficile à trouver, y compris pour les professeurs de droit, et c'est vrai aussi dans le cas américain. Il y a, aux États-Unis, il y a une opinion majoritaire. Mais cette opinion majoritaire, elle est très, très longue, elle est très complexe. Pour rédiger, pour parvenir à un accord, il a fallu faire des compromis. Il a fallu incorporer dans la décision des passages proposés par tel ou tel juge pour qu'il puisse se rallier à cette décision. Et quelquefois, le résultat est difficile à interpréter et il y a des controverses sur la signification réelle d'une décision. Et même en France, où les choses ne sont pas aussi formalisées, même en France, on a quelquefois des discussions, assez souvent, des discussions sur la signification de telle décision du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État. Donc, ces énoncés, bien entendu, doivent être interprétés. Ils doivent faire l'objet de propositions d'interprétation données par la dogmatique juridique. C'est le rôle des professeurs de droit en tant que dogmaticiens. Mais ce que font les professeurs de droit en tant que dogmaticiens ne s'incorpore pas au texte. Ça ne s'incorporera au texte que le jour où l'autorité compétente sera amenée à se saisir de l'une de ces interprétations et à la faire sienne. Deuxième type de critique, la possibilité pour la science du droit de donner des énoncés interprétatifs. Alors, je ne m'attarde pas là-dessus, parce que j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure quand j'ai fait la distinction
entre science du droit et dogmatique juridique, mais voici la version de la critique qui est formulée tout à fait de façon excellente par Olivier Jouan-Jean. Il dit, si la dogmatique consistait à décrire une norme, alors il faudrait pouvoir décrire la totalité des interprétations données. Et une même disposition a fait l'objet d'un très grand nombre, quelquefois, enfin, de plusieurs au moins, de plusieurs interprétations différentes, légèrement différentes ou radicalement différentes, ça dépend, par plusieurs tribunaux. Plusieurs interprétations, même quelquefois par le même tribunal, mais dans des contextes différents. Alors, que doit faire la dogmatique juridique? Comment pourrait-elle décrire cet ensemble d'interprétations et de dire la norme c'est ceci? Voilà l'objection de Jouan-Jean. Et il ajoute ceci, on peut admettre, dit-il, que la science du droit consiste à décrire une interprétation comme un fait, et cette description est susceptible d'être vraie ou fausse. C'est-à-dire, le 12 janvier 1984, la Cour de cassation a décidé que le mot X dans la loi temps signifie ceci. Ça, c'est un fait, Olivier Jouan-Jean est d'accord, on peut énoncer une proposition susceptible d'être vraie ou fausse du type que je viens de dire. Mais s'il n'y a pas un fait comme ça, s'il faut faire une synthèse de plusieurs interprétations différentes, alors là, il n'y a pas un fait auquel je peux confronter. Donc, l'affirmation, la Cour de cassation, ou du type le droit français accepte de réparer le préjudice moral, c'est une synthèse qui résulte qui se réfère à une très grande quantité de faits, d'actes d'interprétation. Et il n'y a pas naturellement de possibilité de vérifier. Parce que une interprétation, c'est une interprétation, cette synthèse. De même que, en histoire, d'ailleurs, serait une interprétation, la thèse selon laquelle le mouvement général de la monarchie a été un mouvement de centralisation. En effet, c'est une thèse qu'on entend soutenir, mais c'est une interprétation. Et sur la critique de l'interprétation en histoire, il y a des thèses très, très importantes. Alors, la réponse à cette critique très, très, très sérieuse, c'est qu'en effet, l'interprétation donnée par les professeurs de droit ne relève pas de la science du droit, mais ça relève de la dogmatique. C'est une recommandation que fait la dogmatique juridique. Nous pensons, disent les professeurs de droit, qu'on peut retenir de cet ensemble que le droit français accepte de réparer le préjudice moral. En ce sens, on y reviendra peut-être, mais ce genre d'interprétation se rapproche de l'induction. Dans le même sens, il y a une objection présentée par Stéphane Rials. Si, dit-il, la théorie réaliste de l'interprétation prétend que l'interprète est l'auteur du texte qu'il interprète, alors le professeur de droit qui interprète les énoncés de la Cour de cassation devient l'auteur de ces énoncés, l'auteur en tout cas de la norme posée par la Cour de cassation.
le professeur de droit devient la Cour de cassation. Et on fait une objection caricaturale. Si j'interprète Shakespeare, c'est moi, si j'interprète Hamlet, c'est moi qui deviens Shakespeare. Alors, réponse du même type que celle que j'ai faite tout à l'heure. L'interprétation en droit n'est pas la même chose que l'interprétation littéraire ou l'interprétation musicale. C'est une décision. Le professeur de droit dont nous parlons n'est pas une autorité d'interprétation, une autorité au sens fort du terme. Il ne peut pas imposer une interprétation, il peut simplement proposer une interprétation. Ça n'est qu'une recommandation, il ne fait que de la dogmatique. Donc, je peux faire une recommandation, je peux avoir un talent d'interprète, et je peux être persuasif, mais quand j'interprète une décision de la Cour de cassation, ou un ensemble de décisions de la Cour de cassation, je suis dans la même position que celui qui dit « je trouve qu'on devrait interpréter, je ne sais pas, Hobbes comme un positiviste, ou plutôt comme un juste naturaliste, ou je trouve qu'on devrait interpréter le personnage de Tartuffe comme celui d'un homme très malheureux, et qu'il faut plaindre, et il faut trouver que c'est un héros positif. » Je pourrais avoir quelque chose comme ça. Je peux être plus ou moins persuasif dans ce genre de choses. Troisième type de critique, qui porte sur la qualité d'interprète authentique. Ça, c'est une objection très sévère, c'est difficile, qui revient très très fréquemment. En effet, ce que Kelsen appelle l'interprète authentique, l'autorité qui a le pouvoir de donner une interprétation au dernier ressort, eh bien, cette autorité, comment est-elle devenue une autorité? Pourquoi la Cour de cassation est-elle un interprète? On répond, mais c'est la seule réponse possible, dit-on, c'est de dire la Cour de cassation a reçu de la loi le pouvoir de donner des interprétations. C'est donc bien qu'il y a une norme qui existe en dehors de la Cour de cassation et qu'elle ne fait qu'appliquer. Alors, réponse à cela, eh bien, c'est que, réponse en deux temps, il peut arriver que l'organe d'interprétation s'auto-habilite. Ça arrive par exemple lorsqu'il y a un pouvoir constituant qui se dit nous nous constituons en assemblée nationale et nous allons donner une constitution à la France. D'où tire-t-il cette habilitation? Il n'y a pas de norme par hypothèse, c'est leur propre décision. Ils s'auto-habilitent. Et de la même façon, il peut arriver qu'une cour s'auto-habilite. Et il peut arriver aussi qu'un général prenne le pouvoir et lui aussi, en général, il ne justifie pas le coup d'État en disant « je suis le plus fort, donc je m'empare du pouvoir ». Et il dit nécessairement « je suis là, moi, pour rétablir la vérité du droit ». Il y a toujours une justification de type juridique. On connaît le fameux article de Carl Schmitt, après La nuit des longs couteaux, article publié par Carl Schmitt, quand Hitler a été tué, assassiné ses acolytes. Eh bien, Carl Schmitt a écrit un article qui s'appelait Der Führer schützt das Recht. Le Führer protège le droit. Protège le droit. Donc ces assassinats, c'est la protection du droit. Donc c'est toujours au nom du droit qu'on fait quelque chose, et dès qu'on s'empare d'un pouvoir quelconque, ça n'est jamais qu'au nom du droit. Un droit qu'on fait. Alors, les cours, mais même si on ne va pas aussi loin, mais les cours s'auto-habilitent. Prenez le Conseil constitutionnel français.
1971, le Conseil constitutionnel décide qu'il a le pouvoir d'imposer aux législateurs le respect du préambule de la Constitution et de tous les principes auxquels renvoie ce préambule. Qui a habilité le Conseil constitutionnel à cela? Lui-même. Il a interprété son propre pouvoir de cette façon-là. Donc on sait qu'il l'a étendu de façon démesurée. Mais il y en a beaucoup d'autres exemples. Prenez le cas de la Cour suprême de l'Inde, truc un peu moins connu en France, mais il y a une succession de décisions de la Cour suprême de l'Inde dans un conflit avec le Parlement. La majorité du Parlement, dans les années 1970, veut adopter une réforme agraire. La Cour suprême de l'Inde, qui représente une classe de propriétaires fonciers, est très opposée à cette réforme agraire et décide que la loi adoptée par la majorité du Parlement est contraire à la Constitution. Bon, très bien. Le Parlement, vous voyez, le processus d'interprétation collectif, le Parlement, la majorité du Parlement, vote une révision de la Constitution et adopte donc la même loi en forme constitutionnelle. Qu'à cela ne tienne, la Cour suprême décide que l'amendement à la Constitution est contraire à des principes supraconstitutionnels. La majorité du Parlement fait une nouvelle réforme de la Constitution et décide que la Cour suprême n'a pas le droit d'invoquer la Constitution. Réponse de la Cour suprême: le pouvoir constituant ne peut pas porter atteinte à des choses qui forment le noyau dur de la démocratie, les principes, on dirait aujourd'hui en droit français, les principes constitutifs de l'identité constitutionnelle du pays. Et donc ici, on voit que la Cour suprême s'auto-habilite à examiner la conformité à des principes supraconstitutionnels des lois de révision constitutionnelle. Donc, l'interprète ne tire pas son pouvoir d'une norme préexistante, mais il le tire d'une norme qu'il a lui-même produite par l'interprétation. Donc ce n'est pas le pouvoir d'interprétation qui découle de la norme, mais c'est au contraire la norme qui découle du pouvoir d'interprétation. Quatrième critique, le système de la tri, aboutirait à renverser complètement la hiérarchie des normes. Puisque c'est l'autorité d'application qui détermine la norme supérieure, et puis l'autorité d'application de la décision d'interpréter, qui à son tour va interpréter. Alors, on a déjà fait allusion tout à l'heure, c'est le Conseil constitutionnel qui produit la Constitution, c'est la Cour de cassation et le Conseil d'État qui produisent la loi, et puis ensuite la Cour d'appel qui interprète et qui produit la décision de la Cour de cassation qu'elle est censée interpréter. Alors, j'ai déjà en partie répondu, mais en partie seulement. Non, la hiérarchie n'est pas renversée, puisque les interprétations sont soumises à des contrôles. Les organes d'interprétation sont organisés en une hiérarchie. Et c'est ici qu'on retrouve la grande supériorité, à mon avis, de Carré de Malberg sur Kelsen. La hiérarchie véritable est une hiérarchie des organes, et pas une hiérarchie des normes. Donc il y a une hiérarchie des organes, la hiérarchie des normes suit la hiérarchie des organes. Mais d'autre part, la hiérarchie des normes se retrouve
l'intérieur du raisonnement du juge. Et la hiérarchie des normes ressemble alors étrangement à la hiérarchie la plus traditionnelle, la plus classique. Le Conseil constitutionnel ne dit pas « je refais la Constitution, donc je suis supérieur à la Constitution », on ne renverse pas la hiérarchie. Le Conseil constitutionnel dit « j'applique la Constitution telle que je l'interprète. Et je soumets la loi telle que je l'interprète à la Constitution telle que je l'interprète. » Donc la hiérarchie entre Constitution et loi, nous la retrouvons à l'identique au sein même du raisonnement du Conseil constitutionnel. Et on pourrait faire la même chose avec ce que fait la Cour de cassation. La seule différence entre la présentation que je donne de la hiérarchie au sein de la présentation du Conseil constitutionnel et la vision classique, c'est que la norme Constitution qui est au sommet de la hiérarchie dans le raisonnement du juge constitutionnel n'est pas une norme Constitution extérieure au Conseil constitutionnel, mais elle est interne au raisonnement. Mais la hiérarchie, c'est-à-dire en réalité uniquement le mode d'argumentation, la hiérarchie des normes n'est pas quelque chose qui existe de façon objective, c'est une forme de raisonnement et une forme d'argumentation. Et c'est tellement vrai que cette argumentation, cette hiérarchie des normes, elle est produite. Alors on en a vu des exemples avec la Cour suprême de l'Inde ou avec la décision de 1971 du Conseil constitutionnel. La hiérarchie, elle est produite par l'interprétation. L'interprète décide d'ajouter un étage ou de promouvoir quelque chose d'un étage. L'arrêt du Conseil d'État connaît, est un bon exemple d'une disposition législative qui se trouve tout à coup promue au niveau d'un principe de valeur constitutionnelle. Donc la hiérarchie, et puis on peut aussi naturellement déqualifier et puis mettre une norme à un niveau inférieur. Donc la hiérarchie des normes n'est pas quelque chose qui est extérieur, qui est objectif, qui ne bouge pas. C'est au contraire le produit d'une manipulation constante, et cette manipulation se fait par le jeu de l'interprétation. Enfin, dernière, et puis je vais m'arrêter là au moins un moment, je vais après réserver un temps important pour la discussion, et je parlerai éventuellement de Guastini au cours de la discussion. Mais le dernier point, et le dernier point important, c'est « mais enfin, mes enfants ». Vous dites que l'interprétation est une fonction de la volonté, que l'interprète dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Donc, il peut interpréter au gré de ses caprices, et en interprétant, il exprime des préférences. Et en effet, on sait bien que la Cour suprême des États-Unis ne se comporte pas de la même façon lorsqu'il y a une majorité de 5 juges conservateurs contre 4 libéraux que lorsque c'est l'inverse. Donc, le juge peut faire ce qu'il veut. Il peut exprimer ses préférences. Et puis, il peut être parfaitement capricieux. Qu'est-ce qui l'empêche de juger comme ceci aujourd'hui et comme cela demain? Comment expliquez-vous que ce que nous observons, c'est tout à fait le contraire? Nous observons qu'il y a dans le droit, dont le professeur Seur a parlé tout à l'heure avec beaucoup d'éloquence, il y a dans le droit quelque chose qui est régulier et qui, dans la régularité seule, nous procure une sécurité. Nous sommes en sécurité et nous sommes libres parce que nous sommes soumis à des règles qui ne changent pas. En tout cas, pas trop souvent, qui ne changent pas de façon rétroactive, de telle manière que nous pouvons prévoir les conséquences de nos actions, et nous pouvons avoir une confiance dans la continuité et la régularité de la jurisprudence. Alors comment est-ce possible? Si le juge fait ce qu'il veut, rien théoriquement ne l'empêche d'agir par caprice,
comment expliquer qu'il y ait une jurisprudence? Alors, la réponse à cette question, je crois que c'est une autre théorie un peu distincte de la théorie de l'interprétation. C'est une théorie que j'ai appelée la théorie des contraintes juridiques, et nous aurons l'occasion d'en parler, parce que nous avons une deuxième occasion de nous voir dans peu de temps. Donc j'en parlerai davantage. J'esquisse ici simplement. J'ai dit tout à l'heure que les actes d'interprétation étaient des faits, et que ces faits étaient susceptibles d'être mis dans des relations causales. Alors, quand nous observons des régularités, eh bien, nous pouvons chercher des causes de ces régularités. Et les causes, donc les comportements sont des comportements semblables si les mêmes causes continuent de produire les mêmes effets. Or, et d'autre part, nous savons que l'interprétation est un processus collectif, que les autorités d'interprétation font partie d'un système, et que dans ce système, il y a des rapports de force, et qui dit rapport de force, dit que chacun doit mettre en place des stratégies. Il doit tenir compte, ça c'est le propre de toute stratégie, tenir compte du comportement possible de ses partenaires, de ses adversaires, en tout cas des autres membres du groupe, et donc il est soumis à des forces. Et la constance dans l'interprétation provient de ce que les stratégies sont les mêmes, que les forces qui s'exercent sont les mêmes, que les représailles auxquelles on s'expose sont les mêmes, et qu'on a par conséquent des chances, on a plus de chances de conserver son pouvoir ou de l'accroître si on s'en tient aux mêmes stratégies. Alors je n'ai pas le temps de discuter beaucoup, si vous voulez on va y revenir dans la discussion. Je voudrais m'arrêter là, enfin pour le moment, donc selon la manière dont la discussion se déroulera, on pourra, je ne sais pas si vous en êtes d'accord, on pourra soit revenir sur tel ou tel point, soit continuer sur la théorie des contraintes, soit continuer sur le problème des désaccords avec Guattini. Je sais pas ce que